Aise de vous retrouver ce mardi 5 décembre 2023 pour ce survol de l'actualité parlementaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, le sommaire. Plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le montant que sollicite la ministre du Travail et de la Fonction publique pour l'année à venir. Adijatou Matisse était en commission à l'Assemblée nationale hier pour défendre ce projet de budget. Au Parlement français, les défis croissants du secteur agricole préoccupent. Olivier Véran, ministre chargé du renouveau démocratique, était face aux députés suite à une question. Ils deviennent rares dans nos agglomérations, les horlogers. Pourtant, montres au poignet, horloges murales ont besoin d'être remontées lorsqu'une panne survient. Nous irons sur les traces des horlogers, les quelques-uns qui résistent encore au temps qui les efface. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par le chapitre des audiences. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa, a reçu hier lundi un médecin oncologue. Madame Amoussou est allée exposer un projet de campagne de dépistage des hépatites, notamment l'hépatite B. Elle en donne les précisions à sa sortie d'audience au micro de Océane Amoussou. J'ai souhaité venir aujourd'hui à l'Assemblée pour un projet de lutte contre les hépatites B, plus spécialement, parce que au Bénin, on a remarqué que plusieurs Béninois sont porteurs de cette maladie qui peut rapidement se cancériser. L'hépatite B, c'est une maladie virale qui surtout attaque le foie. Quand on dit hépate, c'est foie, hépatite, inflammation du foie. C'est une inflammation du foie qu'on peut avoir et qui peut très rapidement, si ça ne se soigne pas ou si le dépistage n'est pas précoce, qui peut rapidement causer des dégâts. On va faire un dépistage de l'hépatite B. Ensuite, surtout à Porto, parce qu'il y a plusieurs années, ça a été fait à Cotonou, on l'a fait. On a fait aussi les vaccins à Cotonou, mais là, je suis venue pour qu'on le fasse plus maintenant à Porto, mais à commencer par l'Assemblée nationale. Donc je suis venue pour ça, je lui ai posé mon projet, il est d'accord, totalement d'accord, et on va s'y mettre, j'espère que ça donnera. Falana Moussou, donc, à sa sortie d'audience au micro de Océane Amoussou et de Ben Kevin Achaoui. La ministre du Travail et de la Fonction publique était hier devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Matisse Adijatou a exposé le projet de budget de son département ministériel pour l'année 2024. C'est plus de 7 milliards qu'elle sollicite pour ce budget. Elle en donne plus de précisions dans cet extrait. Je viens effectivement de présenter devant la représentation nationale le budget du ministère du Travail et de la Fonction publique pour la gestion 2024. Et ce budget se monte à 7,7 milliards de francs CFA environ, contre 8,2 milliards de francs en 2023, soit une réduction d'environ 500 millions, représentant 6% du budget de l'année 2023. Cette réduction est due à la réorganisation de certaines structures de mon ministère. Globalement, au titre de ce budget, nous avons les dépenses ordinaires, c'est-à-dire le paiement des salaires des travailleurs, les crédits qui sont ouverts pour l'achat des biens et services et les transferts, qui se montent à 7,2 milliards de francs CFA environ. Et les crédits pour les dépenses en capital, c'est-à-dire les investissements, pour environ 500 millions de francs CFA. Ces crédits en capital permettront d'achever la construction du bâtiment des archives du ministère.
C'est vrai que nous avons également entamé la construction des directions départementales, mais avec le projet de construction des cités ministérielles et administratives, nous avons dû arrêter parce que ce projet prendra en compte la construction des bâtiments devant loger les directions départementales du ministère du Travail et de la fonction publique, comme pour d'autres, ou les mettre ensemble dans les mêmes bâtiments pour travailler. Au titre du programme d'action du gouvernement 2, nous avons, à l'instar des autres départements ministériels, des projets dont l'exécution est à notre charge et des réformes dont nous devons poursuivre la mise en œuvre. Au titre des programmes, nous en avons deux. Nous avons le premier, le plus important, c'est le programme d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, qui est un projet phare que nous devons conduire avec célérité en 2024. Nous avons également le projet d'appui à la modernisation et la restructuration de l'administration, parce que nous devons aussi moderniser notre administration pour en faire désormais une administration de développement. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale était face à la presse le vendredi 1er décembre dernier. À travers un point de presse, Vitali Boton a voulu rassurer l'opinion publique sur la nature d'une question qui était à l'ordre du jour de la plénière du jeudi 30 novembre 2023. La question orale avec débat adressée par un député au gouvernement pour savoir si, oui ou non, l'homosexualité est instaurée dans les programmes d'enseignement au Bénin. Une question adressée au gouvernement n'est pas à confondre avec un projet ou une proposition de loi, a clarifié le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, qui, fort de la réponse du gouvernement, s'est voulu clair. Nous allons suivre ensemble un extrait de sa déclaration. Il convient de souligner que le point de l'ordre du jour, objet de polémique, n'est plus ni moins qu'une question d'actualité transformée en question orale avec débat. Ainsi que vous le savez, une question orale avec débat est une des formes de questions prévues par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Celle qui nous intéresse ici a été posée par le député Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et 4 autres de ses collègues. C'est donc en vertu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 108, que le gouvernement a été invité au Parlement afin de répondre aux préoccupations de la représentation nationale. Cette activité qui participe de l'information des honorables députés s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. En l'espèce, l'Assemblée nationale assure donc sa fonction de contrôle de l'action du gouvernement, qui n'a rien à voir avec sa fonction législative. Comme vous avez pu le noter, au cours de la séance plénière de ce jeudi 30 novembre 2023, aucun projet ou proposition de loi relative à la pratique de l'homosexualité n'était à l'ordre du jour. Il n'en a jamais été question. Sur le sujet, la position du président Louis Gbéonou Vlavonou ne souffre d'aucune ambiguïté. Le président Louis Gbéonou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale 9e législature, salue et encourage la réforme du système éducatif qui consiste à introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. Sans modifier l'existant. Pour lui, cette réforme constitue un acte de gouvernance responsable à saluer.
En conséquence, les réponses fournies par le gouvernement lui paraissent entièrement satisfaisantes. L'homosexualité a-t-elle donc été introduite dans les programmes d'enseignement au Bénin? C'est l'essentiel de la question du député Nourenou Ouachadé, question pour laquelle le gouvernement a envoyé quelques ministres, notamment le ministre des enseignements maternels et primaires, celui de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte chargé des relations avec les institutions. Ils ont apporté des éléments de réponse à cette plénière, pendant cette plénière du 30 novembre dernier, dont Latif Boni nous fait le point. Concernant Tombedako, zone 4, je voudrais dire... La question était au départ une question d'actualité. Elle a été transformée en question orale avec débat. S'intéressant aux rumeurs sur l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif, la question émane de Nourenou Ouachadé. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Le ministre Salman Karimou porte les réponses du gouvernement aux différentes parties de la question posée. Il rappelle d'abord l'origine très lointaine du programme d'infusion des savoirs sur la santé sexuelle. Je parle bien du 12 novembre 2015. Le gouvernement d'alors a fait le choix d'introduire l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula sans modifier l'existant. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Les réponses du gouvernement ont visiblement convaincu Nourenou Ouachadé, qui a appelé l'exécutif à aller plus loin en exerçant par exemple plus de contrôle sur les programmes des médias audiovisuels. Je suis entièrement convaincu. Convaincu par la réponse qu'il a donnée à la représentation nationale pour dire que à nos apprenants, il est enseigné la santé sexuelle et non l'homosexualité. Parce que moi-même, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, mes recherches ne m'ont pas permis de découvrir autre chose que ce que vous avez dit. Que les diffusions des programmes antisociaux, des programmes de perversité que les gens diffusent à travers les télés à nos enfants, que le gouvernement fasse en sorte qu'un contrôle se fasse. Tout comme l'auteur de la question, c'est un vent de satisfaction qui a plané sur l'hémicycle. Les élus se sont succédés pour saluer des réponses qui mettent un terme aux rumeurs. Je vais éviter des redites. Je sais que vous ne serez pas d'avis avec la question parce que vous êtes un grand croyant. Quand on a suivi votre dernier discours sur le rapport d'activité, donc j'imagine bien que vous n'êtes pas de ces avis-là. Merci. il faut rassurer nos autorités religieuses, nos sages et notables, les gardiens de la tradition et toute la population béninoise que les représentants du peuple que nous sommes au diapason de ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes sur la même longueur d'onde que toute la population. Et le collègue qui a posé la question parce que, sûrement comme moi, il a entendu sur les réseaux sociaux ces rumeurs. Je voudrais aussi remercier l'honorable député qui a posé cette question, puisque cette question a permis au gouvernement de clarifier à la représentation nationale et au peuple béninois que l'homosexualité est une donnée qui n'est pas conforme à la référence sociale de notre pays. Par conséquent, la paix sera désormais dans les cœurs. Et ma satisfaction est vraiment très grande de constater que l'ensemble de la représentation nationale a réellement compris qu'il s'agit d'une rumeur qui n'est pas du tout fondée. Et s'il y a quelque part des doutes encore, je crois que les documents sont là et sont suffisamment
clair. On pourra toujours les visiter pour voir s'il y a des problèmes de part et d'autre. Le gouvernement, tout en travaillant pour le bien-être, a beaucoup d'égards pour certaines valeurs qui définissent notre pays. C'est au nom de ces valeurs que Salman Karimou a salué le déroulement des échanges sur la question posée par Nourenou Achadé. Les députés, ce 30 novembre 2023, ont aussi écouté le gouvernement sur la situation des personnes délogées des côtes de Roulakodi qui sont en relogement à Djefa et également des personnes qui étaient déguerpies de Togbin. Latifou Boni nous propose ici quelques réactions qui ont suivi la réponse du ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux et chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, en procédant au déguerpissement tel que vous êtes en train de le faire, le gouvernement du Bénin n'accroît-il pas la paupérisation dans notre pays? Quels sont les moyens de sensibilisation déployés par le gouvernement pour vraiment faire un déguerpissement ou une libération à visage humain qui privilégie et protège les droits de la population? Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que, comme l'a dit mon collègue Sojin, les périodes choisies font que le peuple se demande s'il est dans son propre pays. Vouloir rendre les berges lagunaires, les berges maritimes belles, n'a jamais été une mauvaise chose pour toute ville qu'on veut développer une capitale comme celle du Bénin. Allez-y à Abidjan, c'est la même situation. Les Ébriers, les Adjans, à Biétry et à la zone 4C, ces espaces ont été libérés. Et tout ça, ça fait d'Abidjan aujourd'hui ce que nous connaissons. Les émotions qu'on dit, les propos émotionnels que nous distillons ne font pas de nous des gens qui aiment le peuple plus que des autres. Nous aimons tous notre peuple. Nous voulons tous que la population vive heureuse. Nous ne voulons pas de pauvres. Mais ça passe par des sacrifices. Et l'État, celui du président Patrice Talon, a eu le courage de décider d'appliquer, de continuer d'appliquer. Quand le gouvernement, après, est venu avec les machines à Placondi, mais les populations avaient fini d'adhérer. Ils ont signé un papier où ils étaient prêts à partir pour être relogés. Eux-mêmes, ils ont signé, les dignitaires de là-bas. Ils ont signé. J'ai le papier sur moi, je peux partager ça à tout le monde. C'est les populations même qui ont été d'accord pour être déplacées. Et le gouvernement vous a dit, ils sont partis. Chacun a reçu un carré, plus 5 millions de francs CFA. Si le gouvernement avait de l'argent pour donner 100 millions à chacun, pourquoi il ne le ferait pas? Mais nous sommes un pays pauvre. Chacun. Et à l'heure où je vous parle, si vous voulez, sous votre conduite avec un équipement motorisé, nous allons partir à Djefa. Ils sont en train de faire de l'installation électrique. À l'heure où je vous parle, je suis passé par là avant de venir ici. Conventionnel. Ils sont en train de leur mettre de l'électricité. Le cadre a été assaini. Et quand le préfet du littoral a sorti un arrêté pour leur dire de vite rejoindre, alors que l'école qui était prévue n'était pas construite, le lendemain, le gouvernement en conseil des ministres a donné l'ordre d'attendre que l'école soit construite d'abord avant de les faire partir. C'est ce qui a été fait. La question relative à la construction et à la modernisation des marchés urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national faisait partie des questions adressées au gouvernement. Et cette question a suscité beaucoup d'intérêt chez les représentants du peuple. Je vous propose quelques extraits de leurs interventions. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui bloque les travaux de construction des marchés de Djougou et de Parakou? Le délai de mise en œuvre sera-t-il vraiment respecté? Parce que les populations des quartiers riverains à ces marchés ont de difficultés à circuler librement. Déjà dans notre pays, on a un souci. Pas seulement dans notre pays, dans la sous-région, le problème d'emploi se pose. Et ces personnes qui étaient dans une activité à qui on a voulu faire du bien, en les délogeant. Et l'on n'a pas réussi à leur trouver un site de relogement. Ça pose un problème.
Ça pose véritablement un problème. Moi, je voudrais savoir un peu, pourquoi ça a été pensé ainsi, pourquoi on n'a pas cherché à les reloger forcément. Je vais faire un plaidoyer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de faire en sorte que, effectivement, les femmes puissent occuper ces marchés, et pour autant que c'est fini. Le deuxième niveau, c'est les voies d'accès. J'en ai parlé hier. On construit le marché de Glazoué tel que c'est fait, mais les voies d'accès, vous n'avez pas idée, c'est ça que j'ai cité. Depuis même à Plaroué, là, les gens viennent au marché de Glazoué. Le marché de Dantokpa, nous le savons tous, était insalubre, par exemple. Et ce n'est pas mon collègue Ahmad Gansé qui me démentirait le nombre d'incendies qu'il a fallu éteindre dans ce marché. Et le marché n'est même pas fait pour que les sapeurs-pompiers viennent éteindre les feux. Voilà. Donc, la stratégie qui consiste à, on va dire, décentraliser, à faire des marchés de spécialité, à spécialiser nos marchés, est une bonne stratégie pour une ville fonctionnelle, opérationnelle, comme je le dis. Je voudrais remercier le gouvernement parce que, à travers ce projet, le gouvernement met à l'abri nos sœurs, nos mamans, les usagers des marchés. Le gouvernement les protège contre les incendies. Le gouvernement les protège contre l'arnaque, l'escroquerie qui était organisée entre-temps quant aux redevances à payer. Ce qui se fait dans le pays nous met vraiment à l'aise et nous savons que nous pouvons nous comparer ailleurs. Le président Talon a l'habitude de dire que sa référence, ce n'est pas ceux qui sont comme lui. C'est-à-dire, ce n'est pas encore ceux qui sont à la même hauteur que le Bénin. Sa référence, c'est ceux qui dépassent le Bénin de loin. Et je crois que les halles, c'est ça, comme ça qu'on les appelle, les halles tels qu'ils sont en train d'être construits, nous mettent vraiment à la hauteur de la concurrence. Dans un environnement marqué par les défis croissants du secteur agricole, les députés français se mobilisent pour comprendre et résoudre les difficultés auxquelles font face les agriculteurs. Mercredi dernier, ce gouvernement était au Parlement à cet effet pour répondre à certaines préoccupations du député républicain Victor Aberdasso. Pour l'occasion, c'est Olivier Véran, ministre chargé du renouveau démocratique qui représentait le gouvernement. Je vous propose de les écouter sur des extraits que nous propose, j'allais dire aussi, Stéphanie Nepoemandora. Il faut consommer français, alors que 70% de nos fruits et 40% de nos légumes sont importés. Si l'on prend exemple sur l'élevage bovin, la France représente un des modèles les plus vertueux en matière d'élevage, mais doit faire face à des modèles ultra industrialisés, avec comme conséquence 25% d'éleveurs français de moins en 10 ans. Nos agriculteurs subissent une concurrence déloyale. Il faut imposer le respect des normes appliquées aux produits issus de l'Union européenne par les pays tiers dans le cadre d'accords commerciaux. Je pense aux négociations avec l'Australie ou le Mercosur. Notre souveraineté alimentaire est en danger. L'exemple du maïs en ce sens est édifiant. La production française était autosuffisante il y a quelques années et nous sommes tristement devenus le plus gros importateur de maïs de l'Union avec des traitements utilisés interdits en Europe. C'est l'enfer du décor. Un enfer normatif et bureaucratique qui rend leur travail et leurs revenus de leur exploitation précaires. Monsieur le ministre, c'est un avertissement que les agriculteurs vous envoient afin que notre souveraineté alimentaire soit garantie dans les années à venir. Oui, monsieur le député, vous avez raison, on doit mener cette bataille pour la souveraineté alimentaire française. Et donc pour ça, on doit aimer nos agriculteurs, porter notre agriculture et tout faire pour accompagner l'agriculture française dans un environnement mondialisé, difficile, normatif, face en plus à des dérèglements climatiques qui ajoutent parfois de la misère et de la détresse aux difficultés du quotidien. Monsieur le député, on agit pour les agriculteurs français. L'agriculture, elle est aussi confrontée à des nouveaux défis, le gel, la grêle, la sécheresse. Le président de la République, la première ministre et d'autres membres du gouvernement étaient d'ailleurs aux côtés des agriculteurs touchés par la tempête en Bretagne, dans le Pas-de-Calais à la suite des inondations. Un fonds de soutien exceptionnel de 80 millions d'euros a été déclenché parce que justement, on veut que les agriculteurs tiennent parfois contre vent et contre marée.
Ça a été le cas aussi pour les épisodes sanitaires. Je pense en particulier au fait d'avoir été le premier pays au monde à pouvoir déployer une vaccination à large échelle sur la grippe aviaire. Et au-delà des crises, le gouvernement est mobilisé pour le défi des transitions. 800 millions d'euros mobilisés dans le budget 2024 pour déployer les démarches de planification écologique. 800 millions d'euros supplémentaires inscrits au PLFG sur l'accompagnement de ces crises. Bref, nous faisons face aux défis. On est tous du côté de nos agriculteurs. La revue de presse, c'est une signature de Gilles-Chris Tchidi qui a fini de parcourir quelques journaux parus ce mardi 5 décembre 2023, suivant sa compilation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons avec Fraternité qui informe que les députés se retrouvent en séance plénière ce vendredi 8 décembre 2023 pour examiner le projet de loi de finances gestion 2024. Mon confrère précise que ce projet de budget s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 3 199 milliards 274 millions de nos francs CFA contre 3 033 milliards 337 millions de nos francs CFA prévus en loi de finances initiale pour la gestion 2023, ce qui équivaut à une hausse de 165 937 milliards de nos francs CFA avec un déficit budgétaire de 475 700 milliards de nos francs CFA, correspondant à 3,7% du produit intérieur brut. Mais en prélude à l'étude de ce document, continue le journal, la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a reçu les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République pour étudier les budgets sectoriels en vue d'éventuels amendements. Et le quotidien de Ménotin d'informer alors que les députés ont reçu ce lundi la ministre du Travail et de la Fonction publique Adidiatou Matisse qui a présenté et défendu son projet de budget qui s'élève à un montant de 7,6 milliards de nos francs CFA. Le télégramme renchérit en écrivant que le projet de budget exercice 2024 du ministère du Travail et de la Fonction publique s'élève à 7 milliards 682 736 688 francs CFA contre 8 milliards 178 173 968 francs CFA pour l'année 2023, soit une diminution de 6,6%. Restons à l'Assemblée nationale avec le pays émergent qui fait une analyse basée sur l'exercice du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Le journal écrit que sous la nouvelle mandature du président Louis Béroux-Nouvlavonou, les débats et questions orales ont repris de plus belle. Mon confrère de préciser alors que même l'opposition parlementaire a la parole, preuve de la vitalité de la démocratie sous le président de la République Patrice Talon. Fin de cette revue de presse. À demain. Elles existent, les montres, sous diverses formes, mais d'une forme à l'autre, ce qui ne change pas, c'est leur rôle. Donner une idée de l'heure exacte, cette heure qu'il fait. Et puis, lorsque la montre en arrive à sonner 13 coups, un adage dit que ça sonne l'heure de la réparer. Et qui répare les horloges si ce ne sont les horlogers? On retrouve de moins en moins ces hommes qui exercent cette profession dans nos agglomérations aussi. Peut-être que le métier est de moins en moins attrayant. Un contraste avec la passion et l'engagement qu'on remarque chez ces horlogers. Gilles-Chris Tchidi et Octave Adjoou sont allés à leur rencontre. C'est un étalage pas comme les autres, avec des montres de toutes les qualités. Nous sommes dans la capitale du Bénin, dans l'atelier d'un horloger. Moi, je répare. Moi, je suis réparation de montres. Et notre travail là, c'est un travail qui sont là, ce n'est pas maintenant. Si tu vois des montres, s'il y a des pannes de piles, toi-même tu vas connaître. Si c'est des pannes de bobines, tu vas connaître. Parce que c'est comme travail, c'est comme réparer de radio, réparer de portable. Des montres, il y en a de toutes les catégories, avec des subtilités et spécificités. Ambroise est horloger, il en est fier.
Parce que ça là, c'est technique vrai. Si on dit horloger là, c'est technique vrai. Donc, pourquoi les enfants ne veulent pas faire ça là maintenant? Parce qu'ils voient que notre travail là, ça ne marche pas bien, alors que c'est un bon travail. Avant là, si on dit horloger, il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans. Maintenant que les gens ne rentrent pas comme ça, parce qu'ils voient que c'est un petit travail, alors que ce n'est pas petit travail. Vous avez vu? Donc, maintenant, il y a des enfants d'aujourd'hui là, elles ne veulent pas faire ça là. Malgré les avancées notables de la technologie, plusieurs personnes continuent d'opter pour le port des montres. La clientèle ne désemplit donc pas et notre horloger s'en frotte bien les mains dans un contexte où les ateliers de ce genre sont comptables au bout des doigts. Je vois des clients, parce qu'avant je n'ai pas resté ici. Je suis à côté du musée d'Assiba là-bas avant. Donc comme ils ont cassé là-bas, là, c'est pour ça que je suis venu ici. Je vois mon client. Il y a des clients qui viennent. C'est moi qui va dire que moi je trouve l'argent dedans. Celui qui ne connaît pas mon travail, qui va dire que ce travail-là, ça là, j'ai pas de l'argent. Alors que moi, je sais qu'il y a travail, il y a de l'argent dedans. S'il y a de moins en moins d'horlogers dans les communautés du Bénin, ce métier est-il alors voué à la disparition totale dans quelques années? Ambroise jure et croit dur comme fer que cela n'est pas près d'arriver, en dépit de tout. Non, jamais. Jamais. Il y a des gens qui portent montre. Ce n'est pas qu'il y a portable. Il y a montre sur les voitures. Il y a portable, il y a montre sur le portable là que je ne trouve pour moi. Les gens viennent. Parce que montre, il y a des gens qui portent montre correctement. Vous avez vu, il y a des gens qui portent des montres. Donc, même insérieur, il y a des mon clients qui viennent de insérieur, ils viennent avec les montres. Bonnes montres, ce n'est pas montre que les papas vendent. C'est un bon montre que les gens viennent avec ça. Donc, ce n'est pas que je ne trouve pas de clients. Il y a des montres que les gens portent. Il y a des logés. Parce que si vous avez quitté ici maintenant, là, pour aller grand marché là, il y a un là. Allez vers attaquer Carrefour, il y a un là. Mais vous n'êtes plus nombreux comme les coiffeurs? Non. On n'est pas nombreux plus comme les coiffeurs. Parce que notre travail là, ça allait maintenant là. Donc si c'est fini, c'est fini. L'horlogerie, à l'instar de plusieurs métiers artisanaux, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Si ces acteurs sont confiants quant à sa pérennité dans le temps, il n'en demeure pas moins que ce métier reste menacé par les prouesses technologiques en constante évolution. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Télé Hémicycle.